dans votre émission Sommité de Guinée que vous suivez sur Guinée Matin TV, sur donc Facebook, Twitter et YouTube, entre autres. Sommité de Guinée est une émission dédiée à celles et à ceux qui se sont distingués dans notre pays. On ne peut pas construire le présent et garantir l'avenir en piétinant le passé. C'est pourquoi nous devons revisiter ce passé et honorer ses acteurs. Des acteurs parmi lesquels mon nouvel invité, qui est professeur Siné Diakité, directeur général de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de l'Université de Conakry. Merci, professeur Diakité, d'avoir fait le déplacement dans ces studios pour camper votre vie, car on ne peut pas parler d'une vie comme la vôtre au cours d'une seule émission. Avant tout, où et quand vous êtes né? Merci beaucoup, M. Diallo. Je suis professeur Siné Diakité, le directeur général de l'Institut d'architecture d'urbanisme de Guinée, comme vous l'avez dit. Je suis né dans la préfecture actuelle de Mandiana. Bien avant 1975, mon village appartenait à la région de Sigiri. Mais maintenant, après le nouvel découpage en 1975, mon village s'est retrouvé dans la préfecture de Mandiana. Le village s'appelle Konkoé, dans la sous-préfecture de Yalakoro, dans la préfecture de Mandiana. En quelle année? Je suis de 1962. J'ai fait mon école primaire dans ce petit village. J'ai fréquenté jusqu'en... Non, j'allais jusqu'à en venir. En quelle année donc vous êtes allé à l'école? 1969, 69. 69, 62, 69. Et le Coran? Bon, le Coran, nous, on se réunissait à côté de l'imam du village qui dirigeait les prières du village. La nuit, on venait faire le feu et ensuite, le matin, on allait à l'école. Donc, c'était ça. On a comme ça évolué dans ce petit village. Vous aviez pu concilier les deux, à la fois à l'école coranique et Bon, finalement, quand j'ai quitté le village, je n'ai pas pu continuer le Coran. J'ai continué dans ma sous-préfecture après la 7e année, 8e année, 9e année. 10e année encore, j'étais obligé de rejoindre le Sigiri, la préfecture. C'est comme ça que j'ai évolué. Le village, dans l'arrondissement, après l'arrondissement, dans la région, alors maintenant que c'est la préfecture. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai évolué. Si c'était à refaire, est-ce que vous auriez fait la même chose ou vous alliez faire autrement? Bon, avant d'évoluer, d'abord, permettez-moi de vous remercier très sincèrement de m'avoir invité dans l'émission. Ensuite, de saluer vos nombreux lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, qui sont les maîtres et qui sont vraiment les gens qui peuvent apprécier, comme vous l'avez dit, l'émission, vous l'avez dit, la Sommité de Guinée. Donc, nous sommes esclaves de ces spectateurs, de ces auditeurs et de ces lecteurs. Oui, je reviens à la question, je ne l'ai pas oublié. S'il était question de reprendre, je allais reprendre avec fierté. Parce que moi, je suis de la brousse, du petit village. J'ai évolué là. Et quand je partais à l'école pendant les vacances, il fallait venir en brousse, surveiller les bœufs, surveiller les champs. Et c'était très intéressant. Très, très intéressant. Donc, vraiment, ça consistait ça. C'était quand je dis si c'était à refaire, c'est que vous êtes allé à l'école française, vous êtes bien formé pour devenir avec le titre de professeur. Ça veut dire que là, vous n'avez pas lésiné avec les moyens. Alors, j'ai demandé si tout à l'heure, si vous avez pu concilier avec le Coran. Ouais. Vous m'avez dit que bon, vous êtes allé un peu après, quand vous avez quitté le village, vous avez abandonné. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez vos camarades, et qui sont des imams, des conseillers des mosquées, est-ce qu'il vous arrive parfois de dire « Ah, j'aurais dû, moi aussi, prendre ce chemin-là » Non, mais vous savez, le destin est inévitable. Sinon, comme vous le demandez, si je reviens maintenant au village, je vois mes promotionnaires avec lesquels j'ai commencé. Mais, dites, M. Diallo, je dirais mes grands-pères et mes papas. Donc,
Mais Dieu a fait que j'ai pu continuer. Ils sont plus vieux que vous. Ils sont plus vieux. Très vieux, ils sont Ouais. plus vieux. Et sincèrement, quand on vient, on m'invite dans le vestibule, des fois, quand je rentre, je tape les épaules de certains de mes promotionnaires, certains s'étonnent. Je dis, mais c'est ton père, mais c'est ton grand. Je dis, ce sont mes promotionnaires, ils sont fatigués, très vieux, par le poids, peut-être des travaux champêtres ou en tout cas d'autres choses. Franchement, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Oui, d'accord. Et donc, on ne va pas revenir sur tout votre parcours, sachant que lorsqu'on est professeur, c'est qu'on est passé forcément par le primaire, par le collège, mais pour l'université. Où vous avez fait l'université? Bon, et quel diplôme vous avez obtenu? L'université, quand nous on passait à l'université, c'était des facultés D'accord. de premier et de deuxième degré. Donc, j'ai fait jusqu'en 13e, d'alors, la 13e année, comme vous le connaissez, à Séguérin. Et après, nous sommes partis, après la 13e année, dans les facultés. On a fait les 2 ans de faculté. C'est à l'issue d'un concours que j'étais admis à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Donc, je suis venu... Et vous avez commencé par quelle faculté? La faculté d'agronomie. C'était la faculté d'agronomie à Séguérin. À Séguérin. À Séguérin. C'était la faculté d'agronomie à Séguérin. Et après le concours, j'étais admis pour l'université de Gamal Abdel Nasser à l'Institut Polytechnique. En quelle année? Ça, c'était en 80-82. Voilà. Après, je n'ai pas tellement duré à l'Institut Polytechnique. Ils ont organisé le concours, j'ai eu la bourse, j'ai bénéficié de la bourse. C'est à Moscou où j'ai beaucoup évolué, j'ai duré, j'ai fait 13 ans. Je suis parti, j'ai fait l'année préparatoire. Après l'année préparatoire, il fallait recommencer encore la première année, la deuxième année, jusqu'en 5e année. Et après la 5e année, j'ai pris le diplôme, je suis venu, j'étais au compte du ministère de On va revenir, on va évoluer, on parlera de votre carrière. Très bien. Donc, l'enfant de Sigiri, qui surveillait les bœufs de ses parents et qui atterrit à Moscou. Quel était son état d'âme? Bon, il faut reconnaître que d'abord, il faut saluer le temps d'alors parce que j'étais fils de paysan, très pauvre. Vous l'avez dit, de passer à tout ceci, c'était comment je vois les amis, les autres, comment les enfants évoluent actuellement. Moi, en ce moment, si c'était à l'heure-là, c'était exclu. Je ne pouvais pas évoluer. Je ne pouvais pas évoluer. Mais après le concours, on est parti me chercher au champ pour dire que, il y a les résultats qui sont sortis, il faut venir à Sigiri. Après Sigiri, on est venu à l'université de Conakry. De là, je me retrouve à Moscou. Et parmi tant d'autres qui, après les concours dans les facultés, on s'est retrouvés là. Donc, j'ai fait les 2 ans de faculté préparatoire à Moscou. Après, il fallait faire un choix. Puisqu'on avait quitté dans les facultés d'agronomie, et mon ambition, c'était de faire de l'ingénierie. Non, c'était juste pour savoir, juste pour donner une idée à nos téléspectateurs. Lorsque quelqu'un qui quitte nos villages, qui passe par Conakry rapidement, même Conakry n'était pas mis loti. Bon, enfin, je dis que Moscou, et puis vous atterrissez dans la capitale soviétique, j'imagine. Non, c'était vraiment vous vous retrouvez dans un nouvel environnement auquel vous n'êtes pas habitué. Tout à fait. Comment vous pouvez décrire ça? Bon, le contraste était colossal. De la brousse en passant par la capitale guinéenne, je me retrouve à Moscou. Et c'était tout un nouveau monde. C'était un nouveau monde, mais puisque nous, on était venus pour étudier, on n'était pas venus pour se promener. Donc, on nous a envoyés dans les facultés de langue. Donc, il fallait faire la langue russe. Et vous l'avez apprise, cette langue-là, où? À Moscou ou dans une autre ville de l'ex-Union soviétique? Je l'ai appris dans une autre ville parce que de Moscou, on m'a envoyé à Saint-Pétersbourg qui s'appelait alors Leningrad. Qui s'appelait Leningrad. Donc, on m'a orienté à la faculté de langue de l'Institut Polytechnique de Leningrad, qui était vraiment une grande institution. Et après la faculté de langue, on m'a orienté dans la faculté d'ingénierie, de génie civil à l'Institut Polytechnique de Leningrad d'alors, qui s'appelle maintenant Saint-Pétersbourg.
Donc c'est là que vous avez obtenu votre diplôme d'études C'est là où supérieures. j'ai obtenu le diplôme d'ingénieur de génie civil. Après le diplôme de génie civil, je suis rentré en Guinée. Après 2 ans, j'ai été rappelé encore par cette même institution parce que d'après eux, j'ai brillamment étudié. Donc, ils ont accordé la bourse, ils ont opté à ce que je vienne faire la maîtrise. C'est ainsi que je suis venu faire la maîtrise. L'équivalent du master d'aujourd'hui. L'équivalent pas de master, j'ai fait l'équivalent du master en une année parce que j'avais déjà le diplôme. Après l'année, j'ai commencé la maîtrise, l'équivalent du doctorat de PhD maintenant. D'accord. Toujours Toujours à Leningrad. Toujours en quelle année? De 82, je suis revenu en Guinée. Après 2 ans, je suis parti. Je suis resté encore jusqu'à 92. C'est en 92 que j'ai fini. Je suis rentré complètement en Guinée. Voilà. Et oui, on voit quand même que le contraste était assez grand entre Sigiri et Leningrad. Quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées au cours de cette longue formation entre 69 et 92? Les principales difficultés, pratiquement ici, je disais qu'il n'y avait pas de difficulté parce que nous, on était habillés, outillés. Les cahiers, les crayons, les bics, même les tenues. Depuis le primaire? Depuis le primaire, ça, on donnait. À la faculté aussi, on était habillés. On était outillés, on avait tout. Maintenant, après le concours, quand je suis parti à Moscou, la première difficulté d'abord, c'était la nature. Oui, le froid. Le froid, c'était extrêmement important. Froid glacial ou grêlé. Glacial, le vent dur, vraiment, c'était extrêmement difficile. Ensuite, la langue. Nous avons quitté, nous avons étudié en français. Quand on est venu là-bas, il fallait encore l'année de langue, maîtriser la langue russe. Et puis ensuite, tout de suite, vous étiez versé dans les patocs des étudiants soviétiques russes. Donc, il fallait continuer les cours avec eux. Les premières heures, il faut reconnaître que c'était difficile. C'était difficile. Difficile pour s'adapter. Mais c'est pour s'adapter. Mais au fil du temps, on a trouvé les moyens de s'adapter. C'était vraiment intéressant, M. Diallo, parce que quand je finissais maintenant, tenez-vous bien, moi je donnais des cours en langue russe au PT russe. Quand même. Je l'ai fait et je l'ai fait au moins 4 ans durant. Et durant toutes les études de maîtrise, je donnais des cours. Mon professeur, mon encadreur venait dès qu'il vient, il pose son sac, il dit « Diakité, vous avez la craie, vous avez le tableau ». Ça, c'était quand même une fierté pour moi. J'ai maîtrisé la langue russe, j'enseignais les petits russes en russe. Ça, vraiment, c'est très intéressant. Ça, c'était pas donné à tout le monde. C'était très intéressant, oui. À tout le monde. Ouais. Est-ce que vous reveniez en vacances? Oui, chaque année. Vous reveniez? Chaque année. D'accord. Il y a d'autres qui restaient dans 2 ans, mais chaque année, depuis que je suis parti à Moscou, je n'ai pas raté une seule année, je suis venu en Guinée. Parce qu'on nous envoyait les moyens, on nous envoyait l'avion, on nous cherchait pour venir. Et quand je venais, ce n'était pas à Conakry, j'allais jusque dans mon petit village. Vos parents, ils vivaient encore? Mes parents vivaient. Mon papa, il est décédé en 2007. Ils étaient fiers que leur enfant revienne des pays de Blancs? Très fiers, parce que j'étais le premier de leurs qui avait fréquenté un pays blanc. D'accord. Mon papa, lui, il est décédé en 2007. Ma maman est décédée l'année passée, à 100 ans. C'était plutôt une fierté pour eux. Elle est née en 1924, elle est décédée en 2024. Elle avait 100 ans, ma maman. Mon père aussi a vieilli, mais ils avaient la fierté quand je venais. Ils étaient fiers, très fiers, parce que mon papa, vous calculez quand un premier garçon d'un vieux papa, d'un couple, et qui est destiné à la roue, à l'agriculture, au champ. Quand mon papa dit non, lui, il va étudier. Lui, il va étudier, lui, il va étudier. Ses amis venaient, mais attention, mais pourquoi tu prends ton premier garçon? Il doit être à la roue, il doit être au champ, il dit, lui, il va étudier. Et en fonction de ça, toujours ça en tête,
il m'est arrivé qu'il Vous avez dit qu'il fallait étudier. Fallait relever le défi, Fallait relever il fallait le défi. répondre à ses Il attentes. fallait relever sur le défi, il fallait D'accord. vraiment D'accord. répondre à ses attentes. L'étudiant africain, l'élève africain à l'époque se distinguait toujours par un livre de poche qu'il avait en permanence. Ouais. J'imagine que c'était votre cas. Est-ce que entre la musique, le cinéma et le sport, quelle était votre préférence? Bon, c'était le sport. C'était le sport. D'accord. Quelle discipline alors? Bon, j'avais appris à faire de la glace là-bas. Et ça, c'est en Union soviétique. Ça, c'est en Union soviétique. Avant de Mais revenir ici, déjà. c'était le football. Le foot. C'était le foot. Du village, en passant par Sigiri, c'était le foot. D'accord. Voilà, j'aimais beaucoup le football. Et pourtant, on sait qu'à l'époque, la musique cubaine influençait beaucoup notre pays parce que la Guinée avait des relations très solides avec le Cuba de Fidel Castro. Est-ce que vous ne dansiez pas le salsa? Bon, vous savez, comme disait un autre invité je ici. reconnais, il faut le reconnaître, je vous le dis. Moi, j'étais à l'enfance très timide. Oui, d'accord. Il fallait être très bouillant quand la musique. Donc, mais je me suis beaucoup adonné au sport, au football. Là, vraiment, j'ai trouvé le chemin. J'étais brillant, j'étais très, très brillant. Je jouais très bien. J'ai même, à un moment donné, intégré l'équipe fédérale de Sigiri. Ah, quand même. Ouais. D'accord. Quand on était à la faculté. D'accord. Voilà. C'est intéressant. Et la lecture? La lecture, ça, c'est ma passion. Et jusqu'ici, ça, c'est ma Vous passion. lisiez à l'époque quels auteurs? Bon, C'est vrai que c'est difficile quand on a beaucoup non, lu, vous c'est savez, difficile les lectures, d'énumérer. les auteurs prévus, c'était le camarade, là, je lisais beaucoup. Victor Hugo, je lisais beaucoup. Oui. Voilà. Et jusqu'ici, vraiment, c'est encore ma passion. Et si je prends un livre, il faut jusqu'à la fin, Oui. qu'elle soit technique ou littéraire. Ouais. Ça c'est ma passion. Entre les romans policiers, la littérature ou les... Un roman policier a attiré beaucoup mon attention. Lequel? J'ai oublié l'auteur, mais c'était sur un pays latino-américain, ça casse à Caracas. Ça m'a beaucoup impressionné. Est-ce que vous avez connu c'était un roman policier. Gérard de Villiers, par exemple? Bon, Gérard de Villiers, je lisais, oui, je lisais. Je lisais aussi Gérard de Villiers. Guy Descartes. Guy Descartes, je lisais. Agatha Christie. Agatha Ça, Christie. c'était votre Agatha génération. Christie. Même la version russe. Agatha Christie, je lisais. L'anglaise. L'anglaise. D'accord. La version anglaise, la version russe, tout ça. Ah, donc il y avait une version russe? Oui, oui. Même avant l'effondrement du mur de Berlin? Oui, mais attendez, que le mur s'est effondré, mais la science et la littérature ne s'est pas effondrée. Elles sont universelles. Donc, non, je veux dire que je sais qu'avant, avec la fermeture de l'Union soviétique, l'antagonisme avec l'Occident, donc je croyais que la littérature on avait accès à la littérature occidentale. D'accord. On avait accès à la littérature occidentale, pour preuve de ce que je vous disais, parce que quand j'écrivais ma thèse, mon encadreur était un russe, mais ma prestation, je suis allé faire à Genève, à l'Institut Polytechnique de Lausanne. À Genève et à Lausanne. Oui, c'est vrai que la Suisse était un pays relativement neutre. Il parle allemand, français, anglais. Voilà. Donc, comme mon encadreur, mon consultant était un homme ottoman, scientifique reconnu, donc il allait donner des cours à Lausanne, à l'Institut Polytechnique. Il quittait Leningrad pour aller donner des cours. Donc, mes premières publications, je suis allé les faire à l'Institut Polytechnique de Lausanne. D'accord. Et ma pré-soutenance, je l'ai fait à Lausanne. Ça veut dire que, puisque vous m'avez dit que c'est en 92 que vous êtes revenu dans notre pays, ça veut dire que c'est cette période turbulente, l'effondrement du mur de Berlin, la perestroïka, la glasnost, tout ça vous a trouvé en Union? Bon, moi je vais vous décrire un peu le parcours, parce que vous serez un peu étonné. Quand effectivement on est venu en 92, c'était une période de turbulence. Et ce n'était pas aussi facile de trouver du boulot. Ce n'était pas facile du tout. Ici ou là-bas? Ici. D'accord. Parce que quand je suis venu ici, quand je suis reparti, j'étais au compte du ministère de l'Énergie, mais quand je venais, j'avais déjà perdu le poste, parce que j'étais à la Grande Chita Kenya, j'ai perdu le poste, donc on a rencontré des difficultés. Vous savez ce qui s'est passé?
On avait imaginé quelque chose. Nous étions rentrés avec certains de nos collègues avec une compagnie de transport aérien qu'on appelait Guinée Inter-Air. Vous vous souvenez peut-être. Oui. Guinée Inter-Air, ça c'était juste après Guinée Air Service. Le dernier ministre de transport du régime Alpha Condé était avec moi. Il était le président de cette compagnie. Donc on a évolué de 92 jusqu'en 2003. Mais puisque j'avais le PhD, j'étais homme de science, j'étais directeur commercial de cette compagnie. Mais je revenais donner tous mes cours à l'université de Conakry, gratuit. Gratuit. Je n'étais pas payé, mais j'avais vraiment l'intérêt, c'était intéressant de venir rencontrer les étudiants, les jeunes collègues. Donc, j'évoluais dans le privé, mais je venais donner des cours à l'université de Conakry. Ouais. De 92 jusqu'en 2003. D'accord. Est-ce que, je demandais tout à l'heure par rapport à ces grands événements qui ont eu lieu dans les pays de l'Est, est-ce que lorsqu'il y a eu ces grandes réformes-là, vous étiez là-bas? Oui, le mur s'est effondré quand moi j'étais à Leningrad. Vous étiez à Leningrad? Quand j'étais à Leningrad, c'était vraiment difficile, une période difficile. Quand vous étiez vraiment à cette période-là en Russie, c'était pas facile pour vous. C'était pas facile. Mais on a tenu quand même, puisque nous, on avait une mission, on était venus pour se former, donc on a serré les ceintures. Les gens, les soviétiques, se sont retrouvés avec une perte de repères. Hier, ils étaient des soviétiques. Ouais, et puis les républiques soviétiques s'éclatent, elles se détachent les unes après les autres. Les Russes deviennent les Russes, les Ukrainiens les Ukrainiens, etc. Effectivement, ouais. C'était difficile pour eux. Ils ne se retrouvaient pas. Non, c'était pas facile, ils ne se retrouvaient pas. Parce que quand le mur s'est cassé, il y a eu encore vraiment des fossés très, 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 très marquantes. Donc, c'était difficile pour les Russes. C'était vraiment difficile pour les Russes. On va revenir à vous, personnellement. Est-ce que, durant votre jeunesse, vous avez eu un modèle, voire une idole, quelqu'un que vous vouliez ressembler, par exemple? Bon, quand moi j'étais jeune, on avait un inspecteur qui venait inspecter dans les écoles. Il s'appelait Masuba Moriba, qui a été même recteur de l'université de Conakry. Pour moi, c'était un modèle. Quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de principe, quelqu'un de regardant. Quand il venait, j'étais tout petit, je le voyais échanger avec mes maîtres, parce que c'est à l'école primaire, les maîtres. Je l'ai rencontré à l'école primaire. Quand je suis venu encore au secondaire, il revenait. Quand j'étais venu encore maintenant à la faculté, il revenait le même. Donc c'est comme s'il vous a suivi. Non, bon, peut-être c'est comme s'il me suivait, mais c'était un modèle. Ouais. Il était rigoureux. Et vous le lui avez dit une fois? Oui. Une fois, à Sigiri, moi, je l'ai dit, monsieur l'inspecteur, moi, je vous ai vu depuis l'école primaire dans mon village. Je vous ai vu aussi au secondaire, c'était en ce moment dans les arrondissements. Je dis, je vous retrouve ici. Je dis, je veux être comme vous. Et il a tapé sur mon épaule, il dit, tiens-toi bon, si tu le veux, tu peux le devenir. Et quand je suis venu ici à l'université de Conakry, j'ai vu son nom, sa photo encore parmi les quelques. Je dis, c'est vraiment, je veux être. Et je le suis jusqu'ici. Ouais. C'est bien. Donc, professeur Sine Diakité, ce que vous avez dit là, c'est que vraiment, alors que vous étiez directeur commercial d'une entreprise privée, mais en même temps, vous alliez donner des cours gratuitement à l'université, ça veut dire que vous avez tout donné à votre pays. Est-ce qu'en retour, vous pensez que votre pays vous a tout donné? Bon, moi, je pense que mon pays m'a tout donné parce que quand on faisait cette activité, le gouvernement a décidé que tous ceux qui ont bénéficié du PhD devaient... C'est quoi le PhD? Le PhD, ça, c'était le doctorat. Voilà, le
doctorat D'accord. Le gouvernement a décidé. Le gouvernement a décidé, il fallait revenir tous aussi, rembourser ceux qu'ils ont eu comme la formation de l'État. Parce qu'on a été formés gratuit. On a donné des bourses gratuites. On est parti faire des cours à l'Union soviétique à l'étranger. Gratuit, tout ça. Donc, quand ils ont dit, moi j'étais très fier. Moi j'étais même pressé de revenir. C'est pressé, donc ils nous ont dit de faire toute la documentation. On a fait les documents, on a déposé. On nous a mutés dans les ministères. Heureusement pour moi, on m'a muté au ministère de l'Enseignement supérieur. J'étais content. Parce que je me disais, là, c'est là où vraiment je dois être. C'est là où je voulais et c'est là où je suis tombé. Je remercie Dieu. J'ai pensé, c'était d'abord les premières récompenses que je devais vraiment au pays. J'ai dit, j'ai bénéficié. J'ai bénéficié. Parce que là, je serai dans mon assiette. Je serai à mesure vraiment des ambitions que j'ai, vraiment de les atteindre. Et depuis lors, je suis... Est-ce que vous n'avez jamais été tenté de rester là-bas? Bon, enfin, l'Union soviétique, ce n'était pas évident, mais d'aller de l'autre côté du mur. Bon, on m'a tendu la main parce que quand j'ai fait génie civil, ma maîtrise, je l'ai fait en hydrotechnique, c'est-à-dire la construction des barrages qui sont des superstructures. Quand j'ai fini, il y a Hydro-Québec, Canada, qui m'a découvert quelque part, je ne sais pas combien de temps. Ils m'ont fait l'annonce, ils sont venus me faire la proposition, et si vraiment j'acceptais que... Bon, je dis d'accord, ça peut aller, et puis... donc, ils m'ont même envoyé le billet, et ils m'ont dit que j'ai mon poste à Hydro-Québec, au Canada. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venu après la soutenance de la thèse. Je dis, je viens vers ma maman. Quand je suis venu, j'ai fait la proposition à la maman. La maman dit, non, tu ne peux pas aller ailleurs. Ce pays-là t'a formé. Nous sommes là, ton père est là. Tu es le premier garçon. Tu ne peux pas. Donc rapidement, j'ai écouté la maman, j'ai cédé, j'ai décliné. J'ai décliné. Mais j'étais... Plus tard, vous n'avez pas regretté? Bon, non, je n'ai pas regretté. Parce que 3 ans durant, il m'appelait. Mais je n'ai pas regretté. Je n'ai pas du tout regretté. Ouais. D'accord. Alors, professeur, certaines personnes estiment que l'intellectuel dans nos pays-là, c'est un marginal social. C'est-à-dire que lorsque vous retrouvez vos camarades d'enfance à Sigiri pour diriger la prière, ce sont eux. Pour faire les prières et bénédictions, ce sont eux. Pour tout, en fait, les intellectuels, on s'est dit, ils sont à côté. Est-ce que vous partagez ces sentiments? Est-ce que l'intellectuel ne vit pas dans sa société? Bon, moi je dirais non. D'accord. Je dirais non. C'est l'occasion d'apprécier les pas que les autorités d'acteurs sont en train de faire vers les intellectuels. Parce que moi, quand j'ai laissé les promotionnaires au village, certains sont devenus très riches. Très, très riches. Par quoi? Par l'or? Non, ils sont rentrés dans l'or, certains ont fait le commerce, certains sont rentrés dans d'autres activités commerciales. Bon, mais je ne les ai pas enviés du tout. D'accord. L'intellectuel fut à un moment donné marginalisé en Guinée, il faut le reconnaître. C'est vrai, il faut le reconnaître. Et on était laissé pour compte. Parce qu'il y a eu des périodes qui ont passé vraiment là où on considère l'intellectuel comme quelqu'un de second. Non, moi je ne parle même pas de ce que l'État fait ou ne fait pas pour l'intellectuel lui-même. Mais lui-même, en fait, il a tendance souvent à se mettre de côté lorsqu'il y a des cérémonies sociales. Mais il ne s'implique pas trop. Il laisse entre les autres, ceux qui ont fait les études théologiques. Moi, vous savez, moi, j'ai un avantage que je vais vous raconter. D'abord, si je vais au village,
c'est mon grand-père qui est fondateur de ce village. Fondateur. D'accord. Donc, je suis de la notabilité de ce village. De facto. Facto. Quand je viens, quelles que soient les activités, mais mon rang social de ce village-là insiste à ce que ma place soit réservée. Ça, là-bas, que intellectuel ou non, quand je viens, j'ai l'avantage là. Et de plus, intellectuel venu de l'extérieur encore, celui qui a étudié, ça fait encore un plus. Donc, j'ai beaucoup de considération au pays. J'ai beaucoup de considération dans mon village. Et même maintenant, à Conakry, ici, je n'ai pas du tout regretté. D'accord, vous êtes devenu une notabilité. Non, je suis une notabilité. De Ségiri. Ouais. C'est très bien. Ouais. Est-ce que à 62 ans, 63 ans, 63 ans, vous avez enterré beaucoup de vos camarades? Oui. Comme c'est ça aussi la loi de la nature. Oui. Est-ce qu'il vous arrive de vous lever la nuit, de prier et de remercier le bon Dieu de vous avoir gardé si longtemps en vie et en bonne santé? Ma force, c'est la prière. D'accord. Ma force, c'est la prière. Comme vous l'avez dit, j'ai enterré beaucoup de nos amis. Il y a même certains qui sont là, quand vous les voyez, vous allez dire que ce sont mes papas. Oui. Vous l'avez dit au début. Oui. Vous voyez. Mais quand vous êtes dans une activité intellectuelle intense, parfois j'étais dans une clinique, je suis venu, c'est parce que je fais des examens de routine. Sur ma santé, je viens. Mais quand le médecin a vu mon cerveau, il dit, mais attention, mais qu'est-ce que vous faites pour vous maintenir? Je dis, moi j'ai deux activités principales. Ce sont les prières et les activités intellectuelles. La recherche. Jusqu'ici, je suis encore en classe. Je donne encore mes cours. Ça, j'ai considéré que ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Oui, le fait d'être occupé, ça me permet d'être occupé, de me maintenir. Quand j'ai dit, il m'a demandé, il dit, vous avez combien? J'ai dit, j'ai 63 ans. Il dit, paf, c'est pas possible. Donc, c'est ça l'intérêt, c'est l'importance des activités intellectuelles. Quand vous venez donner votre cours, M. Diallo, je vais vous écrire un secret. Quand vous venez donner le cours, vous parlez, vous vous défoulez. C'est-à-dire vous mettez beaucoup de choses dans l'air. C'est-à-dire de négatif. Mais en transmettant les connaissances positives, ça aide beaucoup la santé. D'accord. C'est très, très important. Pour terminer, on va parler brièvement de votre domaine d'activité, donc, qui est l'urbanisme. Alors, selon vous, Conakry peut devenir un jour une ville qui respecte toutes les caractéristiques d'une ville moderne, ou bien vous pensez que, comme disent certains, qu'il va falloir un jour trouver une capitale moderne pour la Guinée? Vous savez, l'urbanisme, c'est l'architecture à petite échelle. L'architecture, c'est plutôt l'urbanisme, c'est l'architecture à grande échelle. L'architecture, c'est l'urbanisme à petite échelle. Chaque ville a son histoire. Chaque ville a son histoire. L'urbanisation d'une ville, c'est organiser la ville. Et qui dit organiser parlera de planification. Si vous ne planifiez pas, vous ne pouvez pas organiser. Et si vous ne pouvez pas organiser, vous ne pouvez pas urbaniser. Conakry a son histoire. Depuis le temps colonial, on l'appelait perle de l'Afrique de l'Ouest. Très beau, Kaloum, quand vous faites. Et on a traversé des périodes. On est à un moment où vraiment Conakry est en train de prendre un autre visage. Vous savez, les deux corniches, nord et sud de Conakry, il faudrait qu'on travaille dessus. Parce que normalement, la corniche nord, la corniche sud, on doit pouvoir se voir. Quelqu'un qui s'arrête au sud doit pouvoir voir celui qui est au nord. Mais on n'a pas cette possibilité-là maintenant. On aura l'occasion, je crois, très bien, de parler de cet aspect technique. Très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté de faire le déplacement dans ce studio pour parler de votre parcours. Comme je l'ai dit, au début, on ne peut pas parler d'une vie comme
la vôtre, en l'espace de 30 minutes. Tout à fait, tout à fait. En tous les cas, nous l'avons campé. Nous aurons l'occasion de revenir Très bien. une autre fois. Encore merci donc d'avoir accepté, d'avoir donc fait le déplacement dans ces studios. Je rappelle que vous êtes professeur Siné Diakité et que vous êtes le directeur général de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Voilà. Vous m'avez dit aussi que vous faites partie aussi de l'association des recteurs. Oui, je suis le vice-président de la conférence des recteurs. La conférence des recteurs. Les recteurs, les directeurs généraux. Voilà. Les recteurs, les directeurs généraux de la Guinée ont une association qu'on appelle la conférence des recteurs. Cette conférence des recteurs a un bureau. Il y a un président, il y a un vice-président, il y a des membres. Je suis le vice-président de la conférence des recteurs. Merci, professeur. Très bien, merci beaucoup. Moi, je vous remercie très sincèrement de m'avoir invité dans votre émission. Je suis entièrement à votre disposition. Permettez-moi vraiment de saluer de passage mon ministre de l'enseignement supérieur Alpha Bakar, et qui vraiment est en train de prendre toutes les dispositions pour qualifier l'enseignement sous la conduite de nos autorités, vous permettrez de le dire. Et franchement, je vous remercie, je suis à votre entière disposition. Je suis encore prêt à venir dans d'autres émissions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.